L'essai que je m'apprête à performer ici, c'est pour accompagner le lancement de deux figurines de Claude Gauvreau sur lesquelles j'ai travaillé depuis 1 an et demi. Elles sont à deux formats. Le premier format, c'est d'un format de 10 cm plus figurine action figure, jouet pour enfants, bien que ce ne soit pas un jouet pour enfants. Et l'autre plus au format de 17 cm articulé en 13 points d'articulation au format de 17 cm. Toutes les pièces de ces figurines là ont été imprimées chez moi par une imprimante 3D et la figurine a été conçue, modélisée, assemblée, peinte, sablée à la main par moi-même. C'était un travail qui était très long et minutieux pour obtenir par exemple une rigidité d'articulation qui était satisfaisante et une solidité de la figurine. Alors, si vous aimez l'essai et vous voulez m'encourager, vous pouvez vous procurer ces figurines sur ma boutique doctorac.co. Et puis, surprenez-vous pas du prix parce que les figurines, je reconnais qu'elles sont un peu chères, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'heures qui ont été mises non seulement à la conception, mais à la confection, peinture, sablage, vernis, assemblage de chacune des 30 figurines petites et des 30 grandes figurines. Comme je ne voulais pas faire une figurine de Gauvreau juste pour le plaisir de faire une figurine de Gauvreau, je voulais créer aussi un essai que vous allez vous apprêter à entendre pour essayer de démontrer comment est-ce que le personnage de Claude Gauvreau n'est pas qu'un personnage, c'est un poète et aussi un penseur important et malheureusement pas très connu malgré sa renommée apparente. Car oui, Claude Gauvreau, c'est une figure les plus connues de la littérature québécoise, mais malheureusement, cette connaissance-là est la plupart du temps superficielle. Elle se résume à la connaissance qu'on en a des 10 minutes de ce qu'on peut voir dans la Nuit de la poésie 1970. Mais ce qui est malheureux à propos des œuvres de Claude Gauvreau, c'est que la plupart sont inédites, épuisées ou trop chères pour se les procurer. Les œuvres créatrices complètes sont encore disponibles, mais sont très chères. C'est un volume immense, relié, extraordinairement beau, mais plutôt cher pour s'introduire à Claude Gauvreau. On a extrait certains de ses textes dans des recueils dont plusieurs ne sont plus disponibles, comme les Lettres à Jean-Claude Dussault et les Écrits sur l'art, mais toujours disponibles, Les Oranges sont vertes, La Charge de l'Orignal est formidable et les Écrits poétiques. Malheureusement, bien que Les Oranges sont vertes et La Charge de l'Orignal est formidable soient des pièces centrales de ses œuvres complètes, elles donnent peut-être pas une idée globale de ce que a été le travail de Claude Gauvreau. Malheureusement, les œuvres disponibles de Claude Gauvreau donnent une idée de ce qu'il est comme poète, donnent une idée de ce qu'il est comme romancier, mais une chose dont on n'a presque jamais parlé, c'est la pensée de Claude Gauvreau qui chapeaute toute sa poétique et qui m'a étonné quand j'ai réalisé qu'il y avait une consistance à ça. Et c'est de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui, la pensée de Claude Gauvreau. C'est ça que j'aimerais faire et ce qui me tiendrait à cœur, ce serait d'essayer de plonger dans certains éléments de la pensée de Claude Gauvreau qui permettent de mieux comprendre en quoi cette œuvre-là est forte et cohérente. Et puis, elle permet aussi peut-être de dégager des éléments qui permettraient de débloquer un peu la compréhension qu'on a de Claude Gauvreau et de son époque et du grand tournant qu'a été l'automatisme dans la psyché populaire de l'histoire du Québec. Et puis, on se trouve présentement, peut-être à mon avis, embarré dans cette psyché-là et peut-être que de plonger dans la poétique de Claude Gauvreau permettrait de débloquer certaines choses qui nous font cruellement défaut présentement. Justement, je me demandais qu'est-ce que ce serait la meilleure manière d'aborder cette pensée de Claude Gauvreau et peut-être qu'en la resituant dans le portrait intellectuel de son époque, c'est-à-dire la fin des années 40, les années 50, les années 60, on peut gagner un accès assez riche. D'abord, il faut remarquer que les intellectuels canadiens-français des années 40 et 50 ont la plupart du temps une espèce de facture de pensée qui est très, très particulière. Une facture de pensée qui vient de la position des Canadiens français au sein de la culture plus globale.
c'est-à-dire qu'ils sont toujours au confluent de la pensée et de l'esthétique américaine et de la pensée et de l'esthétique française. Mais la particularité des intellectuels canadiens-français de la première partie du 20e siècle, à tout le moins, peut-être un peu au-delà, c'est que le plus souvent, on dirait qu'ils reçoivent la pensée française avec plusieurs années de retard, 20 ans de retard, 25 ans de retard, ce qui fait que c'est toujours un peu étrange quand on découvre, par exemple, l'esthétique d'Émile Nelligan. On réalise que c'est une poétique qui est très romantique, qui est ancrée dans les années, au mieux dans les années 1870, au pire dans les années 1840. La même chose pour les exotistes Chopin, Morin, des années 20. On les voit écrire, puis on se dit, mais mon Dieu, tout ça, ça a déjà été fait par les Français des années et des années avant. Claude Gauvreau échappe pas à cette particularité-là des Canadiens français dans la mesure où son esthétique est ancrée d'abord dans un héritage du surréalisme français à une époque, fin des années 40, où le surréalisme en France n'était plus du tout une sorte d'avant-garde. Au contraire, c'était plutôt une école très institutionnalisée qui produisait plus autant d'effets qu'avant. Les jeunes surréalistes fougueux des années 20 avaient vieilli et s'étaient retrouvés en poste dans beaucoup d'institutions. Certains artistes avaient grandi comme Michaud, mais étaient plus associés ou associables au surréalisme dans la mesure où il y avait leur propre esthétique. C'est-à-dire que l'esthétique d'Antonin Artaud, c'est Artaud, c'est pas du surréalisme fait par Antonin Artaud. Et puis Gauvreau, dans sa position intellectuelle, la posture de Claude Gauvreau, c'est beaucoup celle des jeunes loups surréalistes des années 20, une espèce de volonté de tout briser, de s'attaquer à la morale de son époque, ce qu'il va faire sans relâche jusqu'à la fin de sa vie. Mais la particularité, c'est que cette pensée-là, on dirait qu'elle a encore la facture de décalage qu'on trouve chez les Canadiens français du début du 20e siècle, dans la mesure où le surréalisme n'était plus la chose actuelle à cette époque-là. Et d'ailleurs, ce qu'on trouve dans les écrits sur l'art et un peu ailleurs, Gauvreau se retrouve en conflit avec les lettristes qui considéraient que le surréalisme était dépassé, les lettristes des années 50, alors que Gauvreau, lui, considère que le surréalisme est indépassable dans les termes que proposent les lettristes. Ce qui fait que ça fait de Claude Gauvreau une figure qui, du point de vue français, a l'air conservateur, mais du point de vue canadien-français, est assurément d'avant-garde, parce que le combat de Claude Gauvreau contre les élites religieuses et les élites politiques est absolument révolutionnaire pour son époque. Je disais que cette pensée-là était au confluent de la pensée française et américaine. L'influence des Américains est, quant à elle, absolument actuelle, dans la mesure où, sous l'influence de Bordua, Claude Gauvreau est en contact avec l'abstraction lyrique américaine en peinture. Et puis, cette abstraction lyrique-là, à cette époque-là, il n'y a absolument rien qui est d'autant d'actualité que ce qu'on va retrouver chez Pollock et chez d'autres aussi, c'est-à-dire une peinture qui est abstraite, mais qui est plus dans une exploration des formes géométriques, qui est plus dans une exploration des tensions entre les lignes et les plans géométriques comme chez Kandinsky ou chez Paul Klee. L'abstraction lyrique est une forme d'abstraction qui se revendique de l'expression de la subjectivité exprimée sous la forme d'un mouvement. La peinture devient l'archive du mouvement spontané du peintre, de son choix intuitif des couleurs. L'abstraction lyrique est une peinture en mouvement et c'est ça qui est très très nouveau dans les années 40 dans la peinture mondiale. La chose qui fait de la pensée de Claude Gauvreau une pensée aussi originale, c'est que c'est un penseur qui essaie de faire une synthèse absolument originale entre la théorie des mondes superposés du surréalisme, la réalité, la surréalité, et cette espèce d'expression subjective du mouvement archivé sur une toile de l'abstraction lyrique américaine. Cette pensée-là va s'appeler chez Bordua et chez Gauvreau l'automatisme, puis l'automatisme surrationnel.
La notion d'automatisme et de surrationnel est employée par Bordua, en tout cas automatisme assurément, mais Bordua ne la développe pas. Pour lui, c'est plutôt un espèce de phare qui permet de se guider. La relation entre Bordua et Gauvreau est sur plusieurs points semblable à celle de Jésus et Paul de Thrace, c'est-à-dire qu'un produit des énoncés et l'autre se charge de les organiser, de les structurer. Gauvreau se charge de structurer, en théorie, la pensée sous-jacente des notions d'automatisme et du mouvement automatiste, du mouvement pictural autant qu'intellectuel. Le résultat de cette rencontre entre le mouvement expressif, abstrait et lyrique américain et la superposition des mondes du surréalisme français, Gauvreau la développe dans une correspondance qui est absolument fascinante qui s'appelle Les Lettres à Jean-Claude Dussault, où pendant plusieurs mois, il a correspondu avec un jeune étudiant et il y a une espèce de relation de mentor et d'étudiant très très forte qui se crée. Gauvreau est intraitable à l'égard de son étudiant et son étudiant est à bien des égards un personnage intermédiaire, non seulement de la société de son époque, mais de ce qui allait arriver ensuite. C'est un questionneur nuancé, tandis que Gauvreau est un producteur d'énoncés sans compromis. Et à travers cette correspondance-là, il y a vraiment la poétique de Claude Gauvreau telle qu'elle se déployait au début des années 50 de la manière la plus claire possible. Il développe notamment une notion du contenu manifeste sur laquelle on va revenir. Et puis, on peut voir aussi qu'est-ce que c'est sa position concernant la psychanalyse. Il y a une influence de la psychanalyse chez Gauvreau, mais il rejette ce qu'il appelle le contenu psychique de la psychanalyse, c'est-à-dire le retour aux scènes primitives, l'identification des figures paternelles, maternelles, l'Édipe, tout ça est jeté par la fenêtre par Gauvreau, qui cherche plutôt à travailler la notion de libido, mais d'une notion de libido qui excède absolument la subjectivité humaine. Ce que Gauvreau retient du surréalisme, c'est qu'il est possible dans la représentation de viser quelque chose d'autre que la représentation de la réalité. Il y a une conception du réel qui excède la réalité commune, la réalité ordinaire, et puis l'inconscient est une des manifestations de ce qui est une réalité plus globale, plus complète, qui va nommer espace surrationnel. Mais le surrationnel, chez Gauvreau, n'est pas seulement une réalité plus complète, c'est une réalité liée à une notion de libération absolue. Et la notion de liberté, elle s'appréhende dans l'abstraction lyrique pour Gauvreau, c'est-à-dire que le mouvement spontané de la main qui tient un pinceau sur la toile, c'est une expression du geste libéré des contraintes utiles et pragmatiques et quotidiennes. Le mouvement dans la danse est analogue au mouvement dans la peinture, est analogue aussi au mouvement de la main qui écrit ou de la parole qui se trouve libérée de l'usage du langage comme communication. Tout ça est rassemblable dans une notion pas développée du geste spontané et libre, mais dans le surrationnel, la libération devient importante. Mais la notion de liberté, comme on en est venu à l'associer à Bordua, aux automatismes, à Refus global et à Gauvreau, cette liberté-là, on l'a encarcanée dans un récit collectif qui a articulé ensemble deux soi-disant périodes qui sont la Grande Noirceur et la Révolution tranquille. Pierre Vadeboncoeur a beaucoup fait pour construire la figure de Bordua comme grand libérateur du peuple canadien-français, du joug des autorités politiques corrompues et des élites religieuses qui faisaient régner une morale délétère, une morale qui était étouffante. On a fait de Refus global, par la force des choses, une espèce de manifeste de libération, mais la notion de liberté qui en est venue à être associée à ce geste-là a beaucoup été associée à la notion de liberté individuelle. C'est-à-dire que, soi-disant sous la férule des autorités religieuses et
politique. Il n'y avait pas de liberté individuelle, sinon pour les élites corrompues. Tout le reste était prisonnier de la morale. Et une fois la Révolution tranquille entamée, eh bien, la population a pu avoir accès à plus de liberté individuelle. Et puis, Refus global représentait le point tournant des libertés individuelles. Mais on se trouve aujourd'hui, peut-être, à la fin de ce grand récit, à la fin de ce mouvement de civilisation québécoise, on en vient à réaliser que la notion de liberté individuelle, elle est au bout de son concept. On réalise aujourd'hui que l'on a remplacé les autorités religieuses morales par une élite économique qui a réussi à placer l'État sous le contrôle de multinationales opérées par des milliardaires. Et cette élite-là est aussi en train de remplacer la notion de citoyen et de peuple par une classe sociale faite d'une centaine de milliers de millionnaires au Québec à qui les politiques de la CAQ et du Parti libéral du Québec s'adressent. 100 000, ça peut paraître beaucoup, mais c'est, si on fait le calcul, 1% de la population du Québec. Et cette élite économique-là, elle contrôle absolument tout de nos vies à travers un concept un peu dégénéré de liberté individuelle. Et sous l'influence des Américains, le détail de nos vies est maintenant contrôlé par la notion de contrat. Des contrats établis, soi-disant en toute bonne foi et en toute liberté entre un individu supposément libre de ses mouvements et de ses opinions et des entreprises qui restreignent ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire. La notion même d'individu et de liberté individuelle est devenue, pour cette raison-là, inopérante et même dangereuse lorsqu'on s'y accroche. Par exemple, on se retrouve aujourd'hui sans recours quand on nous menace à cause de nos opinions sur les réseaux sociaux. On se retrouve aussi victime du pouvoir absolu des propriétaires de nous évincer de nos appartements. On se retrouve victime des élites politiques qui, sous le prétexte d'une meilleure efficacité, sont en train de privatiser le système de santé puis le système public d'éducation. Et tous ces gens-là, ils sont absolument convaincus qu'ils sont des héros de la liberté parce que la classe sociale des millionnaires qu'ils essaient de rejoindre, elle est fondée sur le concept dégénéré de liberté individuelle hérité des années 50 et 60. Tout ça fait en sorte qu'on peut encore penser qu'on est libre aujourd'hui comme individu, mais on ne se retrouve plus aujourd'hui libre de nos opinions et de nos actions. Ça ne veut absolument pas dire que la notion de liberté elle-même est devenue inopérante. Ça veut plutôt dire peut-être qu'il y a de la place aujourd'hui pour faire un travail de pensée, un travail de concept, pour retrouver puis redonner au plus grand nombre un accès à la liberté. Peut-être qu'en retournant dans la pensée des automatismes, mais surtout la pensée de Claude Gauvreau, on pourrait peut-être creuser cette notion de liberté pour voir justement en quoi il ne s'agit pas du tout d'une revendication de plus de liberté individuelle, en quoi est-ce que l'exigence de liberté du surrationnel est absolument distincte de la liberté individuelle. Et pour comprendre cette espèce de notion de liberté révolutionnaire chez Gauvreau, il faut lire plus loin justement que cette théologie de la libération individuelle que la droite et l'extrême droite nous ont volé. La notion de liberté chez Gauvreau n'est pas du tout fondée sur l'individu, elle est plutôt fondée sur quelque chose qu'on pourrait appeler l'individuation. Et puis, la différence entre individu et individuation va demander de faire un effort de réflexion parce que c'est une distinction qui est très, très importante, mais qui n'est pas toujours facile à saisir. L'individuation, en fait, c'est ce qui fait la singularité non seulement d'une personne, mais aussi d'une chose, d'un objet. Et cette absolue singularité-là, parce qu'il est question de liberté révolutionnaire, on vise une individuation qui est ici chez Gauvreau, qui est absolue. Et ça implique toutes sortes de déplacements qui vont faire en sorte que l'individu subjectif, comme on le connaît, va être complètement transformé. Pour essayer d'appréhender qu'est-ce que ça veut dire, une individuation qui est révolutionnaire, qui vise l'absolument singulier. Peut-être la manière la plus simple, c'est d'approcher ça par la poésie de Claude Gauvreau. Dans ce qu'il appelle, dans la nuit de la poésie, il appelle ça ses poèmes purs. J'appellerai pas ça l'exploréen parce que c'est pas clair quand Gauvreau parle de l'exploréen, s'il parle de son langage
absolument singulier, ou s'il parle du mélange de langage singulier et de mots, de structures de phrases françaises, comme on en voit dans la plupart de ces recueils de poésie. Quand il parle de poèmes purs, il renvoie à des textes comme ceux qu'on trouve dans les Jappements à la Lune, comme ceux qu'on trouve dans Faisceau d'épingles de verre, c'est-à-dire des textes qui sont très étranges dans la mesure où il n'y a souvent aucun mot qu'on peut reconnaître, ou souvent on se retrouve dans une espèce de mouvement de paroles qui est plus associable à rien qui a trait à la représentation comme on la connaît dans la langue. C'est par analogie l'équivalent de la différence entre la peinture classique et la peinture abstraite. Quand Gauvreau en arrive à faire des poèmes purs, on est dans un apparent pur mouvement de sonorité écrite sur une page pour essayer d'attraper un peu ce qui est en jeu dans la notion d'individuation impliquée par le surrationnel. Je vais prendre pour exemple le poème 5 des Jappements à la Lune, que je vais commencer par citer, puis après ça, essayer de travailler à partir de ça. Alors, le poème 5 des Jappements à la Lune. Las-moi-toi de loguer langan, urtpf, isniglitipilia fauché, go glogrégal d'uzuzé, o métafoile, perwash, schwaglig, de rumina, fanferlin, optin, iglos, tout, plumnium, uculiculan, glumnan, clumnos, trovli, dégéjojouir. Et avant de commencer cette analyse du poème de Claude Gauvreau, je voulais rappeler que si vous appréciez cet essai performé, eh bien, la meilleure manière de m'encourager à continuer de produire des essais comme ça, c'est en vous rendant sur ma boutique, doctorac.co, et en achetant soit la figurine de Gauvreau, soit n'importe quel autre produit que j'ai en vente sur ma boutique. Et en achetant sur doctorac.co, vous allez non seulement m'encourager à continuer à performer des essais de cette manière-là, mais vous allez aussi avoir un objet livré chez vous, t-shirt, figurine ou quoi que ce soit d'autre, en vous remerciant d'avance. Alors, on voit que dans ce poème-là, tous les mots, apparemment, à la première lecture, ont l'air inventés. Il y a des mots absolument longs, comme goglo, grégal, duzuzé, o métaphoi, la perwash, wagligd, et uculicula, gluman, clumnos, trovli, dégéjojouir. Ces mots-là, par leur présence massive dans le poème, indiquent dès l'abord qu'on n'est pas dans une langue qui est vouée à la représentation, mais à la performance de quelque chose. Mais la chose qui est particulière, c'est qu'il faut aller plus loin que de penser que chacun des mots est absolument original et absolument singulier, parce que dès qu'on regarde un petit peu, on se rend compte que dans ce poème-là, qui est un poème pur, il y a quand même des mots qui, extraits de ce contexte-là poétique, sont tout à fait banals, comme rumina, qui a l'air de la conjugaison de ruminer, ou igloo, qui est un mot inuit. Et non seulement ça, mais les mots qui sont absolument longs, comme las-moi-toi, doglé, ganglan, contiennent moi-toi, uculiculan, culagluman, clumnos, trovli, dégéjojouir, contiennent cul, enculage, jouir. Tout ça est impliqué dans un mot qui pourtant n'a pas de signification en tant que tel. Et c'est là qu'est la particularité, c'est là où je voulais en venir. Chacun des mots de ce poème-là est pas dans une logique d'identité, c'est-à-dire que, étonnamment, chaque mot de la langue française est absolument unique et singulier, et ça va de soi, c'est-à-dire que, mis à part les synonymes qui ont une raison d'être, chacun des mots de la langue française est forcément unique et sa signification, la chose que chacun de ces mots-là vise et sa manière de le viser est absolument unique. Comme on peut penser que le mot cheval vise la chevalité d'une chose, comme humain vise l'humanité d'une chose et féminin vise la féminité d'une chose. Chaque mot de la langue est toujours forcément identique à lui-même et singulier pour cette raison-là. Donc, il y a une notion d'individualité dans la langue qui fait partie de la logique du langage. Mais ici, on est dans une autre logique complètement
parce que chaque mot est d'une singularité qui est complètement différente de la singularité à laquelle on peut s'attendre dans le langage ordinaire. C'est-à-dire que le mot uculi, culan, cula, gluman, clum, nostri, strovlidégé, jouir réfère pas, vise moins luculiculan, clula, gluman, clumnos, strovlidégé, jouirité d'une chose. Ce mot-là, il revendique sa propre matérialité avant de signifier autre chose. C'est-à-dire que ce mot-là n'est pas du tout dans l'utilité. C'est que chacun des mots de ce poème-là se trouve dans une situation très, très étrange où il apparaît juste une fois dans la langue. Ce serait un peu débile de faire l'expérience d'essayer de trouver dans tous les livres publiés si uculi, culan, cula, gluman, clomnos, trivlédé, jouir est déjà... il existe une autre occurrence chez un autre auteur ou dans une autre œuvre que ça, à part celle des critiques ou des analystes ou des spécialistes qui ont parlé de ce poème de Claude Gauvreau. La poétique de Claude Gauvreau est une poétique où les mots sont susceptibles d'apparaître seulement une fois. Et c'est là que je voulais en venir avec l'individuation, une individuation révolutionnaire, c'est-à-dire que chaque mot revendique à sa manière, sa propre individualité absolue, mais cette fois, c'est pas à l'exclusion de tous les autres, comme cheval désigne la chevalité à l'exclusion de tous les autres mots. On est plutôt ici dans une revendication qui est collective, c'est-à-dire que chaque mot revendique son existence en même temps que les autres mots et pas à l'exclusion de tous les autres. Et puis la chose qui est particulière, c'est que le principe d'individuation est ici fondé sur la différence plutôt que sur l'identité. Comme je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de sens à essayer de trouver ailleurs uculi, culan, cula, gluman, clumnos, strovlidégé, jouir dans une autre œuvre ou dans un autre discours. Ce mot-là a une singularité qui est aussi forte et aussi indéniable que la singularité d'une personne ou la singularité d'un autre objet d'art. L'individuation de cette manière-là n'est pas non plus dépendante du matériau qui sert à le construire. À la limite, quel exemple je pourrais donner? À la limite, le mot bleu, qui désigne une couleur, il n'y a pas dans bleu autre chose qu'une association arbitraire de sonorité avec la couleur bleue. Mais ici, dans uculi, culan, cula, gluman, clumnos, strovlidégé, jouir, il y a plusieurs éléments qui sont pris un peu partout et qui résonnent ensemble d'une manière particulière. La chose qui est particulière de ce mot-là, et en général des mots de l'exploréen, c'est que il y a derrière une espèce de vibration de sens parce que les éléments qui servent à construire ce mot qui est absolument singulier fonctionnent ensemble, comme ici, jouir et cul et enculage. Il y a vraiment une espèce d'indication que ce mot-là appartient à une espèce de registre du désir, ou plutôt un registre de la libido. Mais on peut approcher ce mot-là, mais jusqu'à un certain point. On ne peut pas épuiser sa signification, on ne peut pas la déterminer, on ne peut pas la figer dans un sens qui va être identique à lui-même, de sorte que chaque mot de la poésie pure de Gauvreau est unique et singulier, mais il n'est pas identique à lui-même. Et la chose qui est particulière, c'est que parce que ces mots-là revendiquent leur propre individuation, leur propre liberté de s'exprimer en tant qu'eux-mêmes, expression d'un mouvement, expression d'une vibration spéciale, il y a une espèce de mouvement qui entraîne aussi les autres mots qui sont plus conventionnels, comme ici ruminant et igloo. Il y a une espèce de décalage qui se fait. Ces mots-là sont comme écartés de leur propre signification parce que la syntaxe de la phrase leur interdit de les ramener à leur identité à eux-mêmes. Quand on rencontre ruminant et igloo, ils ne sont pas situés à un point de la phrase qui serait ramenable à une syntaxe de verbe, à une syntaxe de nom, ce qui fait qu'on ne peut plus savoir si ruminant c'est une conjugaison de ruminer, si igloo désigne vraiment l'habitation inuit, goglo, grégal, duzuzé, o, métafoile, la
Pérois, Chouaglig, de Ruminant, Fanferlin, Houptin, Igloo, Stouplumnium, ces mots-là sont décalés de leur propre signification. Ils ne la perdent pas, cette signification-là, mais ils entrent dans une espèce de vibration avec les autres mots qui fait en sorte qu'ils deviennent un peu étrangers à eux-mêmes sans que ce décalage-là fasse en sorte qu'ils sont réappropriés par une autre signification. Et la particularité de la poétique de Claude Gauvreau, c'est que autant les éléments qui servent à former les mots que les mots dans une syntaxe qui est plus reconnaissable, tout ça entre dans une espèce de perpétuelle vibration de sens qui les ramène à leur différence plutôt qu'ils les maintiennent dans leur identité. Et cette perpétuelle vibration-là, elle est très, très, très difficile à obtenir. C'est-à-dire que si on va un peu trop loin dans une invention verbale qui est complètement dénouée de toute la structure fondamentale de son matériau, chaque mot devient absolument opaque à lui-même et retombe dans une forme d'identité à lui-même, c'est-à-dire que chaque mot est plus une vibration, chaque mot est une chose qui est là, indéchiffrable, posée là d'une manière tonitruante et définitive. Chaque mot devient une sorte de monument affirmé, posé et qui n'est pas du tout en relation avec les autres mots. Dans la poétique de Claude Gauvreau, pour qu'on arrive à cette vibration-là, il faut un travail de dosage qui est toujours fait avec une minutie extrême. Et c'est ce qui fait que Gauvreau, c'est un poète qui est important, c'est que le mélange entre les mots inventés, les mots amalgamés, les mots conventionnels et la syntaxe conventionnelle est toujours un jeu sur la limite, un jeu sur l'équilibre pour faire en sorte que cette vibration-là, la vibration du sens, qui l'ancre dans la différence plutôt que dans l'identité, soit réussie. Autrement, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, il y a quelque chose qui s'effondre. Mais ces mots-là qui sont individuationnés au-delà de l'unicité de leur sens, il y a un nom pour ça dans la linguistique, ça s'appelle un hapax. Le hapax, ça vient d'un problème que les traducteurs du latin au 17, 18, 19e siècle ont constaté, c'est que parfois il existe un mot chez un auteur qui apparaît une seule fois sans que ce soit expliqué pourquoi ce mot-là apparaît une seule fois, si c'est un terme qui vient d'un usage restreint à une région ou si c'est une invention de l'auteur. Mais le problème, c'est que quand on tombe sur un mot qui arrive une seule fois, on se retrouve avec le problème qu'on ne peut pas le placer dans un autre contexte, donc sa signification peut demeurer indéchiffrable. Un hapax, c'est un mot qui apparaît une fois dans la langue, une fois chez un auteur. Et puis, la chose qui est extraordinaire chez Gauvreau, c'est qu'il en a fait une poétique, c'est-à-dire que, alors que le hapax est absolument rare dans une langue, Gauvreau en a fait une création de hapax absolument foisonnante. Il y en a des centaines et des milliers de mots qui n'arrivent qu'une seule fois dans cette poétique-là. Et puis, peu de poètes ont travaillé dans cette direction-là. Et c'est pas du tout pour dire que la poésie de Gauvreau est originale pour ça. La poésie de Gauvreau est originale et cohérente et ambitieuse parce que, en fait, il y a une poétique qui permet au hapax d'avoir une consistance, une logique, une visée dans la différence plutôt que dans l'identité. Et puis, non seulement ça, c'est que le hapax chez Gauvreau, comme on l'a vu, est lié à sa poétique de la libération absolue à travers l'individuation. Parce que chaque mot qui apparaît seulement une seule fois affirme de cette manière-là son individualité et sa singularité, mais une singularité qui est plus ramenable à la notion de liberté individuelle. C'est une individuation plutôt qu'une individualité. Et la libération, ce serait chez Gauvreau de non seulement libérer les humains, libérer les subjectivités, mais libérer aussi les objets, libérer le langage, libérer les choses, libérer d'une manière universelle tout ce qui est susceptible d'être libéré par sa prétention à l'individuation. Et c'est en cela peut-être que la notion de liberté chez Gauvreau est intéressante pour nous libérer de ce dans quoi on se trouve pris maintenant. C'est qu'il y a chez Gauvreau l'idée que peut-être la liberté, pas seulement le privilège de l'individu humain, si on abolit le privilège de l'individu humain, ben, toutes les choses, tous les objets, le langage, les concepts peuvent avoir une prétention à la liberté par l'individuation.
Et qu'est-ce que ça veut dire une libération qui serait universelle, une libération absolue, fondée sur un principe d'individuation qui serait plus porté par un privilège humain à l'exclusion de tous les autres? À ce stade-ci, on a vu que dans la poésie de Gauvreau, les mots expriment une volonté d'individuation avant d'être un objet utilitaire à la communication. Et puis, c'est déjà une première manifestation de cette libération-là par le principe d'individuation. On peut revenir à ce moment-ci à l'objet d'art tel qu'envisagé par les automatistes à la suite des surréalistes et de l'abstraction lyrique, c'est-à-dire de voir que le tableau peut être une manifestation de la psyché de son artiste, mais c'est avant tout, pour Gauvreau, un objet qui a sa pleine existence en soi, qui exprime en lui-même sa volonté d'être individuel et d'être singulier et d'exprimer une individuation fondée sur la différence plutôt que son identité à lui-même. À partir de là, on peut peut-être avancer plus loin si on se met à observer pas seulement la poésie de Gauvreau, mais le reste de son œuvre. Si on retourne aux œuvres créatrices complètes, on peut voir qu'il n'y a pas seulement de la poésie pure, et la poésie pure occupe peut-être pas tant une place centrale que ça. Elle occupe une place qui est assurément impressionnante quand on considère Gauvreau par rapport aux autres poètes, mais ce serait peut-être une erreur de considérer que le but de la poétique de Gauvreau, c'est d'arriver à la poésie pure. En fait, je crois plutôt que la poésie pure s'inscrit dans une exploration de l'individuation, non seulement du point de vue du langage, mais aussi du point de vue de l'éthique, du vivre ensemble. Sa question pourrait être, qu'est-ce que c'est vivre dans un monde où tous et toutes les objets comme les concepts, les objets abstraits, les objets immatériels comme les objets matériels, comme les objets vivants, les choses vivantes peuvent réclamer chacune une factualité de leur individuation. Je cherchais une manière d'essayer de donner un accès aux œuvres créatrices complètes à partir de cette idée de l'individuation et de la libération absolue par l'individuation. Et puis, une chose qui m'est apparue, c'est que on pourrait faire un exercice de lecture qui en serait un aussi d'écriture, dans la mesure où on pourrait prendre les œuvres créatrices complètes et considérer qu'il s'agit de l'exploration d'un monde qui est donc le monde surrationnel, qui serait cohérent. Et ce monde-là a une espèce de cohérence qui est aussi forte que le monde de la réalité ordinaire, que la réalité quotidienne. Comment on pourrait faire pour inférer une consistance aussi forte au monde surrationnel qu'à la réalité? Eh bien, ce serait peut-être pas en essayant de trouver la cohérence et la consistance à ce monde surrationnel, mais plutôt en essayant de montrer comment la réalité est elle-même beaucoup plus fragile qu'on peut le penser du point de vue de la matérialité, de la factualité des choses. Quand deux personnes se rencontrent, elles partagent apparemment une même réalité, mais dans les faits, le pouvoir, la domination, la manière dont les conventions sociales exercent une pression sur les deux personnes qui se rencontrent, on réalise en fait que personne n'est jamais soi-même, personne n'est jamais lui-même, et que la réalité elle-même est peut-être pas aussi cohérente, assise, factuelle, matérielle, sensible qu'on peut le penser. Inversement, le monde surrationnel, sa force, c'est que la matérialité et la factualité et le sensible est à tout moment mis de l'avant et d'une manière indéniablement plus forte que dans la réalité. Le sensible, ça pourrait être cette manière dont le monde surrationnel est
au moins aussi consistant dans sa réalité que la réalité ordinaire et peut être inconsistante dans sa manière d'être l'illusion d'un sensible, l'illusion d'un factuel, l'illusion d'un matériel qui en fait est toujours pétri de pouvoir, de domination, de pression morale, de contrôle. De sorte que si on lit les œuvres créatrices complètes dans cet exercice de lecture-écriture-là, les personnages des Oranges sont vertes existeraient en même temps dans le même monde que les personnages des Entrailles. Et Claude Gauvreau, lorsqu'il écrit sa poésie, il écrirait en ouvrant une espèce d'œil spécial de l'imagination qui lui permettrait de voir et d'écrire ce qu'il observe du monde surrationnel plutôt que de le créer dans un geste absolument souverain. On se souvient que dans l'abstraction lyrique, il y a une dimension de spontanéité. Eh bien, peut-être que dans cet exercice de lecture-écriture, la spontanéité n'aurait pas la valeur qu'on lui connaît de l'expression souveraine du sujet, mais serait plutôt de l'ordre d'une fenêtre ouverte à travers le sujet par laquelle il deviendrait possible de retranscrire quelque chose des interactions entre les individuations dans ce monde surrationnel où la libération universelle de toutes les choses est déjà accomplie. Le geste spontané, de cette manière-là, ne serait pas un geste de contrôle ou d'affirmation du pouvoir du sujet sur lui-même. Ce serait plutôt un geste éthique qui consisterait à laisser s'exprimer les individuations que la fenêtre de notre subjectivité arrive à percevoir. Pour cette raison-là, dans ma manière d'aborder les œuvres créatrices complètes, j'accorde une place particulière au premier ensemble de textes qui s'appelle Les Entrailles, qui en apparence se présente comme un recueil de poésie, mais en fait, il l'a spécifié à plusieurs endroits. C'est en fait des textes de théâtre avec des personnages qui s'expriment d'une manière poétique, mais qui sont avant tout des personnages. Et puis, quel sens on peut donner aux entrailles à partir de là, à partir de l'idée d'une poétique de la libération universelle à travers le principe d'individuation, il s'agirait en fait de la représentation d'un monde, du monde surrationnel, de quoi a l'air ce monde-là où les interactions impliquent l'expression de mots qui revendiquent leur propre individuation, l'expression d'idées qui revendiquent leur propre individuation, et comment est-ce qu'on peut interagir les uns avec les autres. Les textes des entrailles font une espèce de parcours de cette éthique-là. Qu'est-ce que c'est s'exprimer? Qu'est-ce que c'est vivre dans un monde où tous et toutes sont libérés dans leur individuation? Les autres types de textes de Gauvreau pourraient de la même manière consister en une espèce d'exploration non seulement du monde surrationnel en tant que tel, mais aussi une exploration de qu'est-ce que c'est l'implication qu'il existe un monde surrationnel en parallèle de notre réalité à nous. Et c'est là qu'on entre dans les textes qui sont plus tragiques, comme celui des Oranges sont vertes ou de la charge de l'Orient l'éperméable, qui pourrait représenter ce que c'est porter le fardeau d'être un intermédiaire entre le monde surrationnel et la réalité. Qu'est-ce que c'est l'exigence qui est demandée pour qu'on puisse garder ouvert cet accès au monde surrationnel. Les textes, les Oranges sont vertes et la charge de l'Orient l'éperméable sont des textes très tristes et très, très difficiles à supporter de toutes sortes de manières parce que la figure centrale est toujours tragique. C'est une figure de quelqu'un qui est abandonné par tous et par toutes et qui, dans son absolu refus de collaboration avec la réalité, se retrouve l'objet d'une souffrance terrible. Il y a d'autres textes qui peuvent ressembler à ça, comme les poèmes de détention, qui sont des textes proches de la poésie pure et qui sont aussi une manière dont la parole poétique peut témoigner de la difficulté qu'il y a à consister en un intermédiaire entre le monde réel et le monde surrationnel. Les boucliers mégalomanes et brochuges sont des textes qui sont aussi des textes qui portent sur l'intermédialité entre le surrationnel et la réalité,
mais cette fois à travers une parole qui est pas une revendication ou un témoignage de souffrance, mais plutôt une expression de la colère et de la frustration et aussi du souffle de libération qui peut venir du monde surrationnel libéré vers le monde de la réalité qui est enchâssé dans les interdits moraux, les interdits politiques, les interdits sociaux qui empêchent la libération de l'individuation de tous et de toutes, y compris les non-humains, les choses, les concepts, les objets. Donc, on pourrait presque en faire une conception fantastique, fantasy de Gauvreau, où au lieu d'avoir un monde parallèle où la magie existe, ce serait un monde parallèle où la libération et l'individuation sont absolues et achevées. Cette porte d'entrée de Gauvreau par cette espèce de notion de multivers, c'est une des manières de l'approcher, mais la pensée de Claude Gauvreau, je voulais travailler à partir d'un autre point d'accès, et cette fois-ci, c'est la théorie qui est développée dans les lettres à Jean-Claude Dussault, qui malheureusement, je le disais tout à l'heure, sont épuisées présentement, mais il faut trouver le moyen d'y avoir accès en bibliothèque ou en usager parce que c'est absolument riche, l'état de théorie que Gauvreau expose là-dedans. On trouve dans les lettres à Jean-Claude Dussault une articulation de deux concepts très intéressantes qui vient de la psychanalyse, mais on va voir que cet ancrage dans la psychanalyse, Gauvreau s'en débarrasse très rapidement. Un des concepts qu'il met de l'avant, sur lequel il revient très souvent dans cette correspondance-là, c'est la notion de contenu manifeste qui est accompagné d'un autre concept qui est le contenu latent. Et le contenu manifeste chez Gauvreau, c'est une manière de rendre tangible toute la dimension sensible d'un objet d'art. Quand on se trouve devant lui, quelle est l'individuation qui est exprimée dans cet objet-là, qui n'est pas une représentation d'autre chose, qui n'est pas un intermédiaire d'autre chose et qui n'est même pas un intermédiaire ou une expression de l'artiste lui-même. L'objet d'art, qu'il soit un tableau, une chorégraphie, un poème, exprime avant tout sa manière d'être telle qu'en lui-même. Et ensuite, il y a quelque chose d'autre qui se profile derrière. Et c'est de cette manière-là que le contenu manifeste et le contenu latent est articulé dans les correspondances avec Jean-Claude Dussault. Gauvreau en parle longuement, mais il y a une phrase où il résume assez bien ce que c'est pour lui le contenu manifeste. Alors, cette phrase-là, c'est celle-ci. Le contenu manifeste serait les proportions intrinsèques de l'objet, la progression et l'entremêlement des rythmes, les chocs verbaux, les particularités imagènes, les relations, toute qualité impossible à répéter. Maintenant, les éléments convulsifs du contenu manifeste donnent l'impression d'une sorte de fluide impondérable, impossible à analyser, coulant dans les veines de l'objet par l'unique grâce de l'équilibre désir-volonté de son créateur. Un objet d'art est forcément créé par un artiste qui l'a fait. Mais chez Gauvreau, la relation entre l'artiste et son objet n'est pas celle du tout d'une communication, d'une expression. C'est plutôt à travers l'objet, il y a un contenu manifeste qui est l'expression de l'objet lui-même à exister par lui-même. Et dans cet objet-là, il y a aussi un contenu latent qui est celui qui appartenait à l'origine à l'artiste qui l'a fait. Quand il parle de contenu latent, Gauvreau le distingue du contenu psychique. Quand il veut parler du contenu psychique, il veut référer par là à tout le bagage psychanalytique dont il n'a rien à faire, c'est-à-dire l'histoire du sujet artiste, sa relation avec ses parents, ses scènes fondatrices, ses scènes primaires, comment est-ce que la psychanalyse essaie de ramener tout ça à une histoire individuelle. Mais chez Gauvreau, l'expression de la libido est plus ancrée avec le Freud au-delà du principe du plaisir, c'est-à-dire que la libido vient de beaucoup plus loin. Le contenu latent sert à Gauvreau à décrire les multiplicités d'événements, les circonstances, des amalgames qui permettent d'expliquer d'où vient le geste spontané et la manifestation sensible, la trace que ce geste spontané-là a laissé, c'est ce que Gauvreau appelle le contenu manifeste. Mais le contenu latent pointe aussi vers les multiplicités qui se sont déposées dans l'individu, ce qui veut dire que beaucoup des multiplicités qui étaient dans le sujet artiste sont transférées presque telles quelles dans l'objet, et que donc le contenu latent possède autant de consistance dans l'objet d'art que dans l'artiste, parce que, il faut le rappeler, on se trouve dans une pensée de l'individuation universelle où les objets expriment leur individualité avec autant de force que l'artiste qui l'a créé.
Dans une lettre à Dussault, Gauvreau parle à un moment donné de la manière dont un tableau de Rembrandt arrive à capter ce qu'il appelle des relations intraduisibles dans son contenu manifeste qui rendent ce tableau-là émouvant. Et cette observation-là, elle peut nous permettre de comprendre en quoi un objet peut prétendre à une individuation aussi légitime au moins que l'artiste qui l'a fait. Le tableau de Rembrandt partage avec Rembrandt un contenu latent similaire, mais s'il nous était donné de pouvoir rencontrer Rembrandt lui-même, ce contenu latent-là nous échapperait parce que la personne de Rembrandt, Rembrandt von Rijn, comme toutes les personnes, comme tout le monde, elle était inscrite dans un faisceau de relations de pouvoir, dans un appareil complexe de représentation de soi, qui ferait en sorte que la plus grande partie de son intériorité nous serait inaccessible. Et c'est le cas non seulement avec la plupart des artistes qu'on rencontre, mais avec la plupart des humains avec qui on entretient des relations. Quelque chose d'assurément important et nécessaire s'exprime dans chaque être humain avec qui on entretient des relations. Mais cette observation-là nous fait comprendre en quoi les relations qu'on peut nouer avec les objets individuationnés comme les objets d'art peuvent être tout aussi riches que celles qu'on noue avec les autres êtres humains. Et dans cette relation entre objets individuationnés et humains individuationnés qu'on noue, quand on travaille une relation avec une œuvre ou un objet d'art, le contenu manifeste pointe vers un contenu latent qui est en fait le même que le contenu latent de l'artiste. Ce même-là est particulier, en ce qui n'est pas fondé sur l'identité ou sur l'identique, mais plutôt vers une même espèce de constellation de multiplicité qui constitue le fond de différence à partir duquel les individus se composent. Ce qu'on peut dire du contenu latent d'un tableau de Rembrandt, c'est que les multiplicités qui permettraient d'expliquer comment Rembrandt a peint son tableau, qui permettraient d'expliquer la succession des gestes de sa main, elles appartiennent autant à Rembrandt qu'à son tableau. Elles appartiennent autant à Rembrandt qu'à ce qui fait l'individualité d'un tableau de Rembrandt. Et cette individualité-là, absolument singulière du mouvement, elle n'appartient pas seulement aux artistes, elle appartient à tout le monde qui a sa manière singulière de bouger, de s'exprimer, une manière singulière qui est le plus souvent banale, mais qui est pourtant irrémédiablement singulière. Une autre chose, une autre conséquence beaucoup plus forte de ce principe d'individuation qui est exprimé par le contenu latent et le contenu manifeste de l'œuvre d'art. Quand le contenu latent est transféré dans l'œuvre d'art, on peut commencer à comprendre qu'il y a quelque chose de très étrange qui peut se produire, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité chez Gauvreau, à travers sa conception de l'individuation, il y a la possibilité de quelque chose qui est de l'ordre d'une métampsychose, c'est-à-dire du transfert de l'âme d'un objet à l'autre, une chose qui est impossible dans le contexte de la plupart des configurations de la pensée occidentale. Depuis Platon, on n'a pas vu une conception de la métampsychose qui est cohérente et acceptable. Mais ici, si le contenu latent est assimilable à ce qui donne son mouvement au geste spontané de l'artiste dans l'abstraction lyrique sur sa toile, si on remonte à la conception d'âme chez les Grecs, âme en grec vient de anima. Anima, c'est ce qui donne son mouvement aux choses. Et puis, on trouve dans Phèdre, je pense, Phèdre 245D, je pense. 245 C à D, l'âme chez Platon dans Phèdre, dans son dialogue qui s'appelle Phèdre, c'est cette chose étrange et invisible qui fait en sorte que tel animal ou tel individu a son mouvement particulier, alors qu'une plante pousse à la verticale, alors qu'une rivière coule du haut vers le bas. Quand on observe un animal, on se rend compte que son mouvement n'est pas du tout prévisible. Il y a quelque chose qui peut se produire à l'intérieur de l'animal qui lui donne un mouvement qui est unique et particulier, qui est absolument différent de celui de la trajectoire du soleil, par exemple, qui va toujours se lever et se coucher au même endroit. L'âme, chez Platon, ça peut être quelque chose de complètement différent de l'âme des chrétiens ou de l'âme des autres religions, c'est-à-dire un petit oiseau qui disparaît quand on meurt, un souffle. L'âme, ça peut être une chose aussi simple que ce qui permettrait d'expliquer pourquoi telle chose opère des mouvements qui sont imprévisibles et pourtant logiques dans une certaine mesure.
Cette âme comme origine mystérieuse du mouvement, l'Antiquité a beaucoup fait pour essayer de la retenir le plus possible hors d'une espèce de dérapage d'individuation. Si tous les animaux sont semblables, on peut ramener l'âme animale à la chevalité ou à la chienneté ou à la chatité, mais plus on pose la question du mouvement singulier, plus la singularité du mouvement se met à indiquer que tel individu pourrait être unique et absolument individuel, incomparable à tous les autres. Et puis, c'est un problème pour l'Antiquité. Il a fallu traverser plusieurs siècles pour qu'on commence à considérer à travers la chrétienté que les individus peuvent avoir une âme qui est singulière. Et puis, cette singularité-là, elle continue de faire problème tout au long de la philosophie chrétienne. Et aujourd'hui, on est tout près d'arriver à un concept de singularité qui est absolument singulier. Et puis, si on pouvait revenir à l'âme, la débarrasser de tout son appareil religieux, de tout son appareil théologique, de tout son appareil chrétien, et qu'on y revenait comme expression du mouvement, ben, on peut la retrouver dans l'abstraction lyrique. Qu'est-ce qui fait qu'un tableau de Pollock contient ce type de mouvement-là et pas tel autre? Ben, on pourrait renvoyer au mystère de l'anima, non seulement l'anima de l'artiste Pollock, mais l'anima aussi des tableaux, parce que tous les tableaux d'un artiste procèdent d'un même mouvement qui, par la force des choses, devient associé au nom de l'artiste. Ce mouvement-là, on ne le saisit jamais en tant que tel, mais il apparaît dans le jeu entre le contenu manifeste et le contenu latent. Et ce jeu-là, on peut présumer qu'il est le même dans la série des tableaux faits par l'artiste et dans l'artiste lui-même. D'où il vient qu'on puisse présumer qu'une métempsychose est possible dans un type de pensée comme celle qu'on peut inférer de la poétique de Claude Gauvreau. Ce concept d'âme qui se transférait de l'artiste au tableau ne serait pas sous le même rapport d'identité qu'on pourrait lui présumer, c'est-à-dire par exemple si on pensait qu'elle ne pourrait être qu'en un seul lieu et un seul temps à la fois, et qu'une fois qu'elle arrive dans le tableau, elle ne serait plus dans le corps de l'artiste. Au contraire, l'âme comme mouvement individuationné, on la retrouve dans la relation qu'on noue avec la personne ou avec l'œuvre d'art qui nous fait dire à chaque fois « ben tiens, je la retrouve cette chose que je trouve nulle part ailleurs ». C'est dans cette relation qu'on retrouve les éléments semblables, reconfigurés d'une manière semblable, mais pourtant chaque fois différents, contenus manifestement là devant nous, tournés vers ce monde de multiplicité qui vise selon ce mouvement qu'on lui connaît. Et maintenant, à quoi peuvent bien servir ces idées un peu bizarres peut-être, qu'on a articulées à partir de la poétique de Gauvreau? Ben, je pourrais peut-être avancer deux pistes qui ont trait, une à la primauté de la différence sur l'identité, puis deux à une individuation qui serait plus le privilège de la subjectivité humaine. D'abord, sur la question de la primauté de la différence sur l'identité, il nous donne d'abord un modèle de monde fondé sur la différence plutôt que sur l'identité. On peut retourner aux entrailles pour voir de quoi ont l'air les échanges interhumains dans un monde où les mots, la parole ont une prétention à l'individuation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils apparaissent dans le monde, ils existent par eux-mêmes et non plus strictement pour servir ceux qui les ont mis au monde pour s'en servir. Ce monde où la différence est première, il peut nous permettre d'envisager des manières de résister aux bouleversements, par exemple, que les développements de l'intelligence artificielle sont en train de nous faire subir. L'intelligence artificielle est entièrement fondée sur l'identité, sur la reproduction des identités de toutes sortes. La raison pour laquelle ChatGPT et les autres réseaux neuronaux sont tellement menaçants en apparence, c'est qu'au fondement de leur vision du monde, l'identité existe pour servir celui qui arrive à la reproduire. Toutes les identités, pour cette raison-là, deviennent non seulement attrapables et reproductibles par l'intelligence artificielle, mais elles deviennent aussi et surtout soumises de manière utilitaire pour l'utilisateur dont l'identité est quant à elle jamais remise en question. Une des manières de résister à l'asservissement des identités, ce serait de développer cette sorte de vibration perpétuelle de sens, vibration perpétuelle non seulement de soi, mais de tout ce qui est individualisable.
refonder les rapports interhumains sur la différence et non sur l'identité, ça peut apparaître une idée trop grande pour être mise en pratique. Mais on a seulement à penser à la relation d'amitié qui peut exister entre deux personnes. Dans l'amitié, on est devant cette personne qui n'arrête pas de changer, puis qui nous surprend à chaque fois par tout ce qu'elle peut faire. On connaît bien l'ami, mais on ne peut pas l'imiter. On a besoin qu'il soit là devant nous pour que cette espèce de perpétuelle surprise de ce qu'il est nous tienne en vie. L'amitié conçue de cette manière-là, eh bien, elle place la différence au-dessus de l'identité. Et aussi avancé que ChatGPT puisse être, eh bien, il ne pourrait pas nous ramener cette amie morte qui nous manque autant. Il pourrait l'imiter, la répéter, la reproduire, mais ChatGPT ne pourrait pas compléter son mouvement, atteindre cette espèce de vibration de sens, d'où l'individuation de son mouvement provient, et qui fonde notre amitié, reproduire cette subtile série de gestes, de tonalités, d'inflexions qui lui appartiennent et qui se nouent en elle d'une manière aussi spontanée que singulière. Plusieurs spécialistes s'inquiètent présentement de la menace que ChatGPT fait sur la recherche. Les chercheurs humains pourraient bientôt être plus nécessaires parce que les données existantes sont mieux analysées et interprétées par les réseaux neuronaux que par les chercheurs humains. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que la notion d'individuation fondée sur la différence, pensée à partir de Govreau, pourrait bien impliquer pour la recherche? On trouve peut-être quelque chose de pertinent à ce sujet-là dans Penser comme un rat, l'essai de Vinciane Després. Elle raconte comment on se rend collectivement peu à peu compte qu'au final, depuis 50 ans, les recherches en sciences cognitives sur les animaux de laboratoire valent peut-être pas grand-chose parce qu'on n'a à peu près jamais tenu compte de la relation qui se noue entre l'animal et le technicien de laboratoire. Et cette relation-là est à chaque fois différente, à chaque fois unique dans sa texture, dans la vibration continue de tous les petits détails du quotidien qui font cette relation-là. Dans cette relation-là, le technicien et l'animal sont individués à part égale. Et comment est-ce qu'on pourrait ouvrir cette question aux individuations non humaines, aux individuations sans corps, immatérielles, abstraites? Eh bien, peut-être que ce serait trop long à développer ici, mais il me semble qu'il pourrait y avoir quelque chose à aller trouver dans la pensée de Jean Cavaillès sur l'intuition mathématique dans un texte qui s'appelle « Transfini et continu ». L'autre élément que je voulais soulever concernait une individuation qui serait plus le privilège de la subjectivité humaine. On a vu chez Govreau comment le mot, la phrase, l'objet, le geste dansé pouvaient prétendre à une individuation qui existe par eux-mêmes et non pour servir l'artiste ou le poète qui voudrait, à travers ses actions, communiquer quelque chose, produire un discours qui contrôlerait, un discours qui lui appartiendrait. Les gestes, les actions, les mots, les ready-made, les objets d'art, quand ils apparaissent dans le monde, ils finissent par avoir une existence à part entière dont l'individuation leur donne une valeur au moins aussi importante, comme on l'a vu, que l'artiste qui l'a produite. L'individuation est donc plus issue du seul privilège d'être humain, d'être un humain vivant. Et qu'est-ce que cette chose pourrait bien vouloir dire, vouloir nous dire? Bien, on est présentement aux prises avec une espèce d'aporie insoluble qui concerne notre manière de vivre et les dommages irrémédiables que cette manière de vivre-là cause à l'environnement. Il n'y a apparemment pas de solution. Les humains n'ont pas d'incitation à limiter la manière dont leur surconsommation leur donne une qualité de vie importante et minimale. Rationnellement, on voit bien que ça ne peut pas continuer. On voit bien qu'on empiète sur l'environnement non humain, mais émotionnellement, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. On ressent pratiquement rien au dehors des émotions interhumaines. Les êtres humains n'ont collectivement, c'est-à-dire culturellement, à peu près pas d'empathie pour le non-humain. Puis pour cette raison, on est incapable de concevoir une extériorité à l'humain et à l'interhumain qui ne serait pas inférieure à l'humain, puis à l'interhumain. On est, pour cette raison-là, prisonnier d'un suprématisme qui nous étouffe.
et peut-être que l'individuation universelle de Gauvreau, puis l'éthique de cette individuation qui travaille dans la langue exploréenne, eh bien peut-être qu'elle pourrait nous permettre d'ouvrir un chemin vers l'extra-humain. Ce chemin-là, il passerait par la reconnaissance des individuations non humaines et la reconnaissance d'une valeur égale des individuations humaines et des individuations non humaines. Et Claude Gauvreau, ben, il a pensé quelque chose qui sortait de ce privilège-là. Cette idée était tellement étrangère à tout ce qui existait autour de lui qu'elle lui a pris beaucoup de son énergie et de sa santé mentale. Et pour avoir voulu remettre en question ce privilège-là de l'individuation, bien, on a ri de ses poèmes, on s'est méfié de lui, on l'a épuisé jusqu'à ce qu'il soit contraint à l'enfermement psychiatrique.